Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce premier journal des sciences, le journal télévisé qui décortique l'actualité scientifique. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort biologique, les différents mécanismes impliqués ainsi que les croyances populaires. Mais tout d'abord, on me chuchote à l'oreillette que nous avons la confirmation qu'un second patient a été guéri du sida à Londres. Investigation tout de suite avec notre journaliste. Rapidement, le syndrome d'immunodéficience acquise est une maladie qui a tué plus de 35 millions de personnes depuis sa découverte en 1981. C'est une maladie qui est causée par le VIH, le virus d'immunodéficience humaine. À l'époque, on mourait de cette maladie via d'autres infections, mais à l'heure actuelle, on permet aux patients de vivre une vie à peu près normale. Effectivement, les traitements basés sur des antirétroviraux sont des multithérapies qui sont proposées après diagnostic et permettent de diminuer la charge virale et surtout de diminuer la transmissibilité de ce virus. Malheureusement, il n'existe toujours pas de traitement curatif à cette maladie. On ne peut pas en guérir, excepté les 2 patients récemment. Le premier patient à guérir du sida est Timothy Brown, un cinquantenaire également connu sous le pseudonyme de patient de Berlin. Il contracte le sida durant sa jeunesse. La trithérapie lui est alors proposée et il l'accepte, vivant avec le sida jusqu'à un certain âge. Arrivé à un certain âge, Timothy Brown, ou le patient de Berlin, contracte alors une seconde maladie, un cancer du sang qu'on appelle une leucémie. C'est un cancer des globules blancs. Une des lignes de traitement qui lui a été proposée a été la greffe de moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est le lieu dans lequel est synthétisées toutes les cellules sanguines, dont les globules blancs. Il n'a d'autre choix que d'accepter cette thérapie s'il veut espérer survivre du cancer. C'est ainsi que Timothy Brown reçoit plusieurs lignes de traitement, dont la chimiothérapie avant la moelle osseuse. La chimiothérapie va servir à réduire à zéro ou à réduire à un très faible nombre les cellules leucémiques dans son sang. En 2007, il est alors greffé de la moelle osseuse à Berlin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé le patient de Berlin. Quelques mois après, on se rend compte que non seulement son cancer est en rémission complète, mais également que son sida a disparu. La charge virale effectivement détectée par les tests habituels représentait le taux de 0%. Ce phénomène a été décortiqué et on le comprend très bien scientifiquement à l'heure actuelle. Effectivement, ça a à faire avec la porte d'entrée du virus. Le VIH infecte les globules blancs du patient, les lymphocytes. Mais pour cela, il a besoin de se fixer sur ces globules blancs via une protéine qui est exprimée à la surface de ces lymphocytes. Cette protéine a été appelée CCR5 par les scientifiques. Or, il se trouve qu'une partie infime de la population, 0,3%, est mutante pour cette protéine, CCR5, c'est-à-dire qu'elle n'exprime pas cette protéine. Il y a donc 0,3% de la population qui est naturellement immunisée contre le VIH. Timothy Brown a eu doublement de la chance, dans le sens où non seulement il a été greffé avec la moelle osseuse d'un patient CCR5 mutant, dont les lymphocytes n'expriment pas CCR5, mais en plus de ça, le patient mutant était compatible avec Timothy Brown. On pourrait calculer cette probabilité très facilement. En effet, il suffirait de multiplier les 0,3% de population qui est immunisée naturellement contre le VIH par la probabilité de tomber sur quelqu'un qui est génétiquement compatible avec nous pour la greffe. Autant vous dire que les chances sont quasiment nulles. C'est ainsi que dans son malheur, Timothy Brown, ou le patient de Berlin, a été non seulement guéri du cancer, rémission complète jusqu'à l'heure actuelle, mais également guéri du sida. Une avancée scientifique ne peut pas être validée qu'avec un seul cas. C'est pourquoi, après la guérison du patient de Berlin, un projet a été ouvert, le projet iSystem. Ce projet, dont le but est d'étudier la greffe de moelle osseuse comme thérapie contre le sida, englobe plusieurs patients, dont le dernier patient en date guéri du sida, le patient de Londres. Le patient de Londres, tout comme le patient de Berlin, a reçu une greffe de moelle osseuse d'un mutant pour la protéine CCR5. Cette fois-ci, c'était bien intentionnel. C'est ainsi que 16 mois après la greffe de moelle osseuse, la charge virale du patient de Londres a été réduite à 0, et ce, depuis 2016. On peut donc dire que les patients de Berlin et de Londres sont en rémission complète en ce qui concerne le VIH. Cependant, ce n'est pas une thérapie qui peut être viable. Pourquoi? C'est très simple. Premièrement, c'est une thérapie qui est très lourde. Effectivement, avant la greffe de moelle osseuse, il faut une déplétion totale des globules blancs du patient. Deuxièmement, il faut la greffe de moelle osseuse, ce qui est une opération chirurgicale qui se fait à l'hôpital. Troisièmement, il y a uniquement 0,3% de la population qui est mutante pour la protéine CCR5. Enfin, ça implique des coûts immenses. C'est pourquoi ce n'est pas possible de mettre en place cette thérapie à l'heure actuelle dans cet état-là. En revanche, ce que ça nous a appris, c'est que la mutation de la protéine CCR5 est responsable à elle seule de la guérison du sida.
Ça permet de mettre en place plusieurs stratégies pour des thérapies géniques pour essayer de muter cette protéine chez les patients atteints du sida. Cette guérison n'a finalement rien d'un miracle. Le patient de Londres peut dire merci aux scientifiques. Tout de suite, nous allons tenter de répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce que la mort? Investigation avec notre second reporter. Effectivement, la mort est divisée en 3 grandes croyances populaires. La première est le néant, la fin de toute chose. La seconde peut être la réincarnation en une autre forme. La troisième, la plus commune et la plus répandue, est l'accès à l'immortalité via un autre monde. En science, c'est beaucoup plus simple que ça. La mort est la fin de tous les processus vitaux. C'est l'accès à un état irréversible de tout organisme biologique ayant cessé de vivre. À l'échelle des organes, des tissus et des cellules, ça représente l'arrêt des fonctions de base. Ça peut être accidentel, c'est ce qu'on appelle une nécrose, ou alors induit par la cellule elle-même, c'est ce qu'on appelle une apoptose. On peut s'accorder à dire que la mort effraie beaucoup de gens, mais que c'est aussi une source infinie de questions pour la science. La rigidité cadavérique, par exemple, s'explique par un phénomène très simple, c'est la fin de la respiration cellulaire. Ça implique la stabilisation des interactions protéiques au sein des muscles, rigidifiant complètement ces derniers. La pâleur du mort est due à un arrêt de la circulation sanguine, mais également à une vasoconstriction. Ça va être la réduction du diamètre des vaisseaux sanguins. À côté de ça, on a également la froideur qui est due à un arrêt de la thermogénèse. La thermogénèse, c'est la production de chaleur à cause de toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans notre corps toute la journée. Plusieurs études scientifiques sont actuellement en cours pour essayer de comprendre ce qui se passe au moment de notre mort, lors des dernières secondes avant le dernier souffle. Effectivement, il y a eu plusieurs suggestions, comme quoi, dans le cerveau, à l'instant de notre mort, il y aurait le relargage de plusieurs neurotransmetteurs, donc ce sont les molécules chimiques, notamment responsables du bonheur, comme par exemple la dopamine et de la sensation de plaisir. Autrement dit, on aurait un cocktail de neurotransmetteurs qui serait relargué en très grande quantité dans notre cerveau, dans nos synapses. Ça serait un trip total. Si j'ai encore un peu de temps, j'aimerais dire 2 phrases sur la mort imminente. C'est une expérience que des gens ayant généralement été face à un danger de mort ont vécu, de type AVC, arrêt cardiaque, etc. On a donc un arrêt de la circulation sanguine et du coup un arrêt de l'alimentation en oxygène du cerveau. Chaque zone du cerveau est alors endommagée progressivement, ce qui cause plusieurs symptômes qui sont rapportés après réanimation par les patients. Un exemple tout simple, la sensation de sortie hors du corps qui est rapportée par ces personnes est explicable par un endommagement du cortex pariétal droit. En effet, le cortex pariétal droit est impliqué dans la formation de l'image du corps au sein du cerveau. La sensation de ralenti, de voir sa vie défiler devant ses yeux ou de voir la lumière au bout du tunnel sont également dues à des lésions neurologiques. Merci pour ces éclaircissements. Avant de nous quitter, quelques fake news et de science maison. L'heure est grave. L'heure est très grave. On nous dit la vérité. Quand j'allume ma télé, je suis pas si sûr. On va vous montrer par A plus B comment a été créé le virus, qui a créé le virus, pourquoi a été créé le virus et toutes les corrélations. Le voilà le problème. Les résultats qui sont en page 55, ils sont tous là sur la première page. À qui profite le crime? Première information aujourd'hui, l'Institut Pasteur est accusé via une vidéo conspirationniste d'avoir créé le virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19. L'auteur de cette vidéo s'appuie principalement sur un document, un brevet déposé par l'Institut Pasteur en 2003. Bien évidemment, c'est une totale fake news. Le document mentionné ne concerne pas le SARS-CoV-2 responsable du Covid-19, mais le SARS-CoV-1, premièrement. Deuxièmement, ce brevet concerne des substances immunogènes pour le SARS-CoV-1. Alors évidemment, il ne s'agit pas des virus, de breveter les virus eux-mêmes, mais plutôt de breveter des vaccins, des ébauches de vaccins contre ces virus-là. Deuxième news aujourd'hui, on a pu voir largement relayé sur les réseaux un post indiquant qu'un homme a été frappé par la foudre, des suites de quoi il aurait retrouvé l'audition ainsi que la vue. Alors bien évidemment, c'est une fake news, mais attention, c'est une demi-fake news. En effet, on peut être frappé par la foudre et survivre. C'est le cas de Roy Cleveland Sullivan, un Américain, un park ranger, qui a été frappé par la foudre pas moins de 7 fois. C'est lui qui détient le record mondial, il est d'ailleurs dans le Guinness World Records. Mais bien évidemment, on ne peut malheureusement pas retrouver l'un de ses sens perdus. Troisième news aujourd'hui, elle concerne Josiah Zayner.
Cet Américain, ayant travaillé pour la NASA et fan de génétique, a tenté une chose complètement dingue chez lui. Effectivement, il a tenté une modification génétique sur son propre corps. Grâce à CRISPR-Cas9, qui sont considérés comme un ciseau moléculaire, qui peuvent faire des modifications génétiques au nucléotide près, et grâce à un kit de biohacking disponible sur le net, il a tenté de désactiver le gène de la myostatine au sein de ses avant-bras. Le gène de la myostatine, c'est un gène qui est responsable de l'inhibition de la croissance musculaire. Il a essayé tout bonnement de devenir The Rock. Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. On ignore les effets secondaires pour l'instant, il faudra voir sur le plus long terme, mais on vous déconseille d'essayer ça chez vous. Quoi qu'il en soit, ça soulève de grosses questions d'éthique et de simplicité quant à l'acquisition de kits de biohacking. On arrive à la fin de ce premier JT, toute l'équipe vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche des notifications. À la prochaine.